Bonjour à tous, un nouveau focus consacré aujourd'hui aux annulations et au gel de crédit. Cette vidéo, ce focus s'inscrit dans le cadre des développements consacrés aux modalités d'exécution des lois de finances. Il est question ici des possibilités offertes au pouvoir exécutif, au pouvoir réglementaire, d'intervenir et de moduler ainsi le contenu de la loi de finances. Il faut se souvenir que sur le principe, si le contenu par exemple de la loi de finances initiale ne convient pas, la logique voudrait faire intervenir le Parlement, le gouvernement ayant déposé un projet de loi de finances rectificative. C'est la voie la plus démocratique. Néanmoins, le texte organique, c'était le cas avec l'ordonnance, c'est également le cas avec la loi organique du 1er août 2001, permet au gouvernement d'intervenir en lieu et place du Parlement. Alors, il y a des contrôles néanmoins, les cadres juridiques applicables aux différents actes réglementaires qui peuvent être adoptés sont précisés par le texte organique et de l'information à destination des assemblées parlementaires est prévue, mais néanmoins il faut comprendre qu'il s'agit ici d'une possibilité offerte au gouvernement de se substituer au législateur pour réaliser un certain nombre d'opérations. Nous avons déjà évoqué cette possibilité lors d'une précédente vidéo consacrée au décret d'avance. Il s'agit ici maintenant de compléter le panorama en évoquant les annulations et les gels de crédit. C'est l'article 14 de la LOLF qui permet au gouvernement de procéder à des annulations de crédit. Ces annulations de crédit peuvent s'envisager soit parce que les crédits sont devenus sans objet, soit pour prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire. Il faut déjà savoir que par rapport à l'ordonnance de 1959, on peut constater une évolution. En effet, le texte de 1959 ne prévoyait la possibilité d'annuler des crédits que lorsque ceux-ci étaient devenus sans objet. La LOLF a donc ajouté une possibilité supplémentaire, à savoir prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire. On est ici dans la logique qui a été mise en place à la suite notamment du traité de Maastricht de 1992. Il faut gérer les déséquilibres budgétaires, notamment constatés pour l'État depuis les années 1970. Il faut limiter effectivement ces déséquilibres budgétaires et lorsqu'en cours d'exercice on constate des mesures, ou en tout cas que l'exécution de certaines opérations, l'utilisation de certains crédits va occasionner une détérioration de l'équilibre budgétaire, eh bien le texte organique permet de l'éviter, en tout cas de minimiser le déséquilibre budgétaire. Alors, sur le cadre juridique maintenant, précisons que toute annulation s'opère au moyen d'un décret pris sur le rapport du ministre chargé des Finances, chargé des comptes publics, chargé du budget. Précisons également que les assemblées parlementaires, au travers de leur commission chargée des finances, commission chargée des finances de l'Assemblée nationale, commission chargée des finances du Sénat, mais également les autres commissions concernées, doivent être averties, préalablement à l'adoption du décret, des annulations envisagées par le gouvernement. Précisons enfin que le texte organique limite les possibilités d'annulation de crédit en fixant un plafond. Il est de 1,5% des crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l'année en cours. On prend donc au moment où l'annulation est envisagée, là les lois de finances qui ont pu être adoptées depuis le début de l'année, loi de finances initiale éventuellement modifiée par une, deux, voire plusieurs lois de finances rectificatives. Prendre en compte également le fait que ce pourcentage doit tenir compte tout à la fois des annulations opérées sur la base de l'article 14 de la LOLF, mais également des annulations opérées dans le cadre des décrets d'avance. Nous avons étudié cette notion de décret d'avance dans le cadre notamment du focus numéro 5. Je vous rappelle que lorsqu'un décret d'avance, lorsqu'une ouverture de crédit est envisagée par le pouvoir réglementaire, cette ouverture de crédit doit être gagée soit par le constat de recettes supplémentaires, soit par une annulation de crédit d'un montant correspondant. Il est bien évident que les annulations de crédit opérées dans le cadre des décrets d'avance doivent être comptabilisées au niveau du 1,5% prévu par l'article 14. Précisons également, et c'était également le cas pour les décrets d'avance, que la Cour des comptes exerce un contrôle assez conséquent sur les mouvements de crédit opérés par voie réglementaire. Il y est d'ailleurs tenu par les textes organiques. Il est question ici d'un suivi réalisé par la Cour des comptes pour s'assurer que le cadre juridique prévu par le texte organique est bien respecté. Les contrôles réalisés par la Cour des comptes sont alors
fréquemment, ou en tout cas dans le cadre de l'ordonnance de 1959, était fréquemment l'occasion de constater des écarts parfois significatifs entre le cadre juridique prévu par le texte organique et ce que le gouvernement en avait fait. S'agissant des annulations de crédit, la Cour des comptes a ainsi constaté en 2004 que certaines annulations de crédit avaient été réalisées alors même que les crédits n'étaient pas devenus sans objet. Il est bien évident que la nouvelle hypothèse prévue par le texte organique en 2001, la possibilité de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire, va minimiser les critiques qu'a pu formuler la Cour des comptes à ce sujet. Venons-en au gel de crédit. Le gel de crédit n'était pas prévu par le texte organique du 2 janvier 1959. Il ne l'était pas non plus par la LOLF en 2001. Le gel de crédit doit déjà, même en l'absence de fondement juridique à l'époque, se distinguer de l'annulation. Il faut bien comprendre qu'une annulation de crédit, c'est ferme et définitif. Une fois que le crédit a été annulé, si une erreur finalement a été commise, eh bien, la possibilité de réouvrir les crédits ne peut s'envisager que par décret d'avance. Et on l'a vu en temps utile, le décret d'avance répond à une condition bien précise, l'urgence de la situation, soit le dépôt d'un projet de loi de finances rectificative devant les assemblées parlementaires. Il faut donc comprendre ici que revenir sur une annulation de crédit peut apparaître très difficile. C'est la raison pour laquelle une pratique s'est développée, celle du gel de crédit. Le gel de crédit, comme je l'ai indiqué, ne reposait à ce moment-là sur aucun fondement juridique. C'est-à-dire que les gouvernements successifs ont pris l'habitude de signaler aux administrations de l'État qu'une part des crédits qui a priori leur étaient ouverts devait être gelés, placés à part, et que ces crédits n'avaient pas vocation, en tout cas dans un premier temps, à être utilisés. Avec la possibilité, c'était là l'intérêt de la technique, de dégeler ces crédits une fois le moment venu, lorsque l'administration se retrouve dans une situation budgétaire nécessitant de l'alimenter financièrement parlant, budgétairement parlant, et que finalement, le dégel du crédit s'avère être une nécessité pour assurer le fonctionnement de l'administration. En tout cas, ce gel de crédit s'inscrit dans une logique. Limiter les déséquilibres budgétaires, faire en sorte de réaliser un certain nombre d'économies en associant les administrations à cette logique. Les gels de crédit en tant que tels s'inscrivent donc dans une logique que l'on ne peut qu'approuver. S'il s'agit de limiter le déficit de l'État et de maîtriser ses dépenses. La problématique du gel de crédit, ça a été successivement à la fois la temporalité, c'est-à-dire le moment où interviennent ces gels de crédit, et parfois même leur montant. La problématique a pris une tonalité particulière en février 2003, lorsque le gouvernement Raffarin, en février de cette année, a décidé de procéder au gel de crédit de 3,9 milliards d'euros. Il est bien évident qu'un gel de crédit opéré dès le mois de février, alors que la loi de finances vient à peine d'être adoptée au mois de décembre précédent, lance un très mauvais signal à l'égard des assemblées parlementaires. Et ces derniers s'en sont d'ailleurs émus. Ils ont été étonnés de constater que dès le mois de février, le gouvernement était capable de signaler qu'en faisant un effort, il était possible d'économiser 3,9 milliards d'euros. Et il n'en fallait pas plus pour attirer l'attention sur le budget de l'année 2003, laissant supposer aux parlementaires qui venaient d'adopter la loi de finances que celle-ci finalement n'était pas aussi sincère que l'on pouvait l'espérer. Ce sont ces éléments qui ont conduit le gouvernement à envisager une réforme du texte organique. À l'été 2005, la loi organique du 1er août 2001 a été modifiée. On a ajouté à l'article 51 de ce texte un alinéa supplémentaire permettant de compléter le contenu de la loi de finances chaque année. Il est question d'une disposition par laquelle le Parlement est amené à se prononcer sur le taux de mise en réserve prévu par le gouvernement. Celui-ci est depuis tenu chaque année dans la loi de finances, d'informer le Parlement du taux de mise en réserve. Le taux de mise en réserve, ça correspond au gel de crédit. Il n'est pas possible de retrouver dans le texte de la LOLF la notion de gel, ce n'est pas ce terme qui a été employé, on lui a préféré la notion de taux de mise en réserve finalement. Et c'est ce taux de mise en réserve qui doit être communiqué aux assemblées parlementaires. Taux de mise en réserve qui doit distinguer les dépenses de personnel des autres dépenses de l'État. Et
c'est un taux qui peut varier d'année en année en fonction de ce que prévoit le gouvernement. Ici, il s'agit effectivement de donner une plus grande sincérité dans le contenu de la loi de finances, d'informer les parlementaires. Il ne s'agissait pas de brider le gouvernement. Geler des crédits, ça va bien évidemment dans le bon sens, surtout lorsque ce gel de crédits s'achève avec une annulation. Ça veut dire que bien évidemment on a été capable de maîtriser la dépense de l'État et on a été capable de dépenser moins que ce qui avait été prévu dans la loi de finances. Il ne s'agissait donc pas de brider le gouvernement, de l'empêcher de geler des crédits, mais plus simplement de s'assurer que le Parlement en est informé. Chaque année en moyenne, ce sont à peu de choses près 8% des crédits qui sont mis en réserve pour les dépenses de l'État et 0,5% pour les dépenses de personnel. Là également, la Cour des comptes a jeté un œil sur la pratique des gels de crédit et a regretté que certaines de ces mises en réserve induisent une réduction des programmes ou un retard d'exécution, voire des perturbations dans le fonctionnement des services. C'est notamment la remarque qu'elle a pu formuler à l'occasion de son rapport sur les résultats et la gestion budgétaire du budget 2005. Également en 2004, la Cour des comptes a regretté à propos du ministère de la Défense des retards conséquents dans la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, entraînant des modifications dans le calendrier des livraisons prévues dans le cadre du programme Rafale. Plus largement, la Cour a regretté que ces gels avaient aggravé les conditions dans lesquelles l'État était en mesure de satisfaire ses obligations contractuelles et que ceci avait généré le paiement d'intérêts moratoires. C'est là la principale difficulté de ces gels et annulations de crédit, c'est le report dans le temps d'un certain nombre de dépenses qui, si elles ne sont pas suffisamment bien pensées, peuvent conduire à dédommager les co-contractants de l'administration par le paiement de ces intérêts moratoires. Nous en avons terminé avec les annulations et les gels de crédit. Nous n'en avons pas terminé avec les modalités d'exécution des lois de finances telles qu'elles relèvent des compétences du pouvoir exécutif, du pouvoir réglementaire. Nous avons déjà étudié les décrets d'avance. Nous venons d'achever les gels et les annulations de crédit. Pour compléter le panorama, il faudra également visionner les vidéos, les focus suivants consacrés au transfert et au virement de crédit, ainsi qu'au report de crédit. Voilà, maintenant c'en est terminé avec ce focus, vous pouvez reprendre une activité normale.